Il existe un endroit dans l'univers où la lumière elle-même abandonne. Un endroit si lointain, si reculé dans le tissu de l'espace-temps, que les photons émis là-bas ne nous parviendront jamais. Ils courent, pourtant, ces photons, à 300 000 km par seconde, la vitesse la plus rapide que la physique autorise. Mais l'espace entre eux et nous s'étire plus vite encore, comme un ruban élastique que l'on tire sans fin. Ces photons sont condamnés à voyager éternellement sans jamais atteindre la moindre rétine, le moindre capteur, le moindre télescope. Ils portent des informations sur des mondes que nous ne verrons jamais, des étoiles dont nous ignorerons toujours l'existence, des galaxies qui naissent et meurent dans un silence absolu, de l'autre côté d'un mur invisible que rien ne peut franchir, et ce mur recule. Chaque seconde qui passe, il s'éloigne un peu plus, emportant avec lui des fragments de réalité que nous ne pourrons jamais récupérer. L'univers se cache de nous. Lentement, inexorablement, il efface ses propres traces. Nous vivons à une époque extraordinaire, un bref intervalle dans l'histoire cosmique où il est encore possible de reconstituer le récit de la création. Nous pouvons encore détecter l'écho du Big Bang, cette lueur fossile qui baigne l'espace tout entier. Nous pouvons encore observer des galaxies si lointaines que leur lumière a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années avant de toucher nos instruments. Nous pouvons encore mesurer l'expansion de l'univers et tenter de comprendre ce qui le propulse vers un avenir de plus en plus froid, de plus en plus sombre, de plus en plus vide. Mais cette fenêtre se referme. Dans des milliards d'années, une civilisation née dans notre galaxie n'aura plus aucun moyen de savoir que d'autres galaxies ont un jour existé. L'horizon cosmique se sera tellement contracté que le ciel nocturne ne montrera plus qu'une seule île de lumière, flottant dans un océan de néant absolu. Le Big Bang lui-même sera indétectable. Les preuves auront été emportées par l'expansion, diluées jusqu'à l'invisibilité. L'histoire de l'univers sera perdue, non pas détruite, mais rendue inaccessible, enfermée derrière un horizon que la lumière ne peut plus franchir. Ce soir, nous allons parcourir cette histoire pendant qu'elle est encore lisible. Nous allons voyager depuis la surface de cette petite planète bleue jusqu'aux confins les plus extrêmes de tout ce que la lumière a jamais pu atteindre. Nous allons découvrir que l'immense majorité de l'univers est vide, un désert d'une ampleur qui dépasse toute capacité d'imagination humaine. Nous allons apprendre que presque tout ce qui existe est constitué de substances que nous n'avons jamais détectées et que nous ne comprenons pas. Nous allons contempler des structures si vastes qu'elles réduisent notre galaxie tout entière à un point insignifiant. Et nous allons affronter une crise qui secoue la cosmologie moderne jusque dans ses fondations. Une contradiction entre deux mesures fondamentales de l'univers qui refusent de se résoudre et qui pourrait signifier que notre modèle de la réalité est fondamentalement erroné. Si cette exploration vous captive, un simple geste pour nous soutenir ferait toute la différence. Un pouce en l'air et un abonnement, cela compte énormément pour nous. Mais avant de plonger dans les abîmes du cosmos, commençons par un exercice de démystification. Sortons dehors, trouvons un endroit sombre, loin des lampadaires et de la pollution lumineuse des villes, et levons les yeux. Ce que nous voyons là-haut, cette voûte parsemée d'étoiles scintillantes, cette vision qui a inspiré des millénaires de poésie, de mythologie et de contemplation, cette vision nous ment. Elle nous ment de la manière la plus grandiose et la plus complète qui soit. Car ce que nous percevons comme l'infini n'est en réalité qu'un fragment microscopique du réel, un aperçu si étroit et si limité qu'il est à l'univers ce qu'un grain de sable est au Sahara. Par une nuit véritablement sombre, loin de toute ville, un œil humain peut distinguer environ 4000 étoiles. 4000 points de lumière dispersés sur la voûte céleste, certains brillants, d'autres à peine perceptibles, dessinant des motifs que les civilisations anciennes ont transformés en constellations, en histoires, en cartes du ciel. Cela semble immense.
Cela donne l'impression d'une profondeur infinie, d'une fenêtre ouverte sur la totalité du cosmos. Mais presque toutes ces étoiles se trouvent à moins de 1000 années-lumière de la Terre. 1000 années-lumière, c'est une distance considérable à l'échelle humaine, il est vrai. La lumière elle-même, le phénomène le plus rapide de l'univers, met 1000 ans pour parcourir cette distance. Mais notre galaxie, la Voie lactée, mesure 100 000 années-lumière de diamètre. Ce que nous voyons à l'œil nu représente donc environ 1/100 du diamètre de notre propre galaxie. 1/100. Et cette galaxie contient environ 250 milliardiques d'étoiles. Nous en voyons 4000. C'est comme se tenir au sommet d'une colline surplombant une métropole de 20 millions d'habitants et n'apercevoir qu'un seul immeuble à travers un minuscule trou dans un mur de béton. Et la Voie lactée et des Sphères lactées n'est qu'une galaxie parmi des milliers de milliards. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies, chacune abritant des milliards, parfois des centaines de milliards d'étoiles. Le nombre total d'étoiles dans l'univers observable est estimé à 10 puissance 24, un nombre si colossal qu'il dépasse le nombre de grains de sable sur toutes les plages et dans tous les déserts de la planète Terre. Chaque étoile que nous avons jamais contemplée à l'œil nu n'est qu'une infime fraction d'une seule de ces 2000 milliards de galaxies. Le ciel nocturne n'est pas une fenêtre sur le cosmos. C'est un Judas. Et ce que nous voyons à travers ce Judas, c'est notre quartier. Mais l'illusion va plus loin encore, car même les scientifiques qui consacrent leur vie à étudier l'univers sont en train de découvrir que leur propre représentation du cosmos pourrait être fondamentalement incorrecte. Il existe un nombre en cosmologie qui porte le poids du monde sur ses épaules. On l'appelle la constante de Hubble. Ce nombre mesure la vitesse à laquelle l'univers se dilate. C'est l'un des paramètres les plus importants de toute la physique, car il détermine à lui seul l'âge de l'univers, sa taille et son destin. Si ce nombre est correct, tout le reste de la cosmologie s'articule harmonieusement. S'il est faux, tout s'effondre. Et depuis quelques années, 2 méthodes indépendantes de mesurer ce nombre donnent 2 résultats différents. L'écart entre ces 2 résultats n'est pas un détail technique. C'est une fracture qui traverse tout l'édifice de la cosmologie moderne. La première méthode consiste à observer le fond diffus cosmologique, cette radiation fossile émise lorsque l'univers n'avait que 380 000 ans. À cette époque, l'univers était un brouillard incandescent de plasma. Puis la température a suffisamment baissé pour que les électrons se lient aux protons et forment les premiers atomes d'hydrogène. L'univers est devenu transparent et la lumière a pu voyager librement pour la première fois. Cette lumière voyage encore aujourd'hui. Elle nous parvient de toutes les directions du ciel sous forme de micro-ondes. Un murmure ténu mais omniprésent, l'écho affaibli de la naissance de l'univers. En analysant les motifs extrêmement subtils de cette radiation à l'aide du satellite Planck de l'Agence spatiale européenne, les cosmologistes ont calculé que l'univers se dilate à environ 67 km par seconde par mégaparsec. C'est un chiffre précis, élégant, cohérent avec le modèle standard de la cosmologie. La seconde méthode est plus directe. Elle consiste à mesurer les distances et les vitesses des galaxies proches, puis à calculer la vitesse d'expansion à partir de ces observations locales. Les astronomes utilisent pour cela ce qu'on appelle l'échelle des distances cosmiques, une chaîne de techniques qui s'emboîtent les unes dans les autres comme les marches d'un escalier. On commence par mesurer la distance des étoiles les plus proches par parallaxe, cette méthode géométrique qui exploite le mouvement de la Terre autour du Soleil. Puis on utilise ces étoiles pour calibrer des chandelles standards plus lointaines, des étoiles céphéides dont la luminosité intrinsèque est directement liée à leur période de pulsation. Ensuite, on utilise ces céphéides pour calibrer des supernovae de type 1A dans des galaxies encore plus distantes. Marche après marche,
l'escalier s'allonge jusqu'aux confins de l'univers observable, et le résultat de cette mesure locale donne environ 73 à 76 km par seconde par mégaparsec. La différence entre 67 et 73 peut sembler modeste. Mais en cosmologie de précision, c'est un gouffre. Et ce gouffre s'est creusé au fil des années jusqu'à atteindre un seuil que les physiciens considèrent comme le critère d'une découverte authentique. 5 sigma. 5 sigma signifie que la probabilité que cet écart soit dû au hasard est inférieure à une chance sur 3,5 millions. C'est le même seuil statistique qui a été utilisé pour confirmer l'existence du boson de Higgs. Ce n'est plus un désaccord mineur, c'est une faille dans les fondations mêmes de notre compréhension de l'univers. Pour tenter de résoudre cette énigme, les scientifiques ont mobilisé le plus puissant instrument d'observation jamais construit. Le télescope spatial James Webb, lancé le jour de Noël 2021 après 25 ans de développement, a été pointé vers les mêmes étoiles céphéides qui servaient de base aux mesures locales. L'objectif était de vérifier si de la poussière cosmique ou des erreurs instrumentales n'avaient pas contaminé les données. Le résultat a été sans appel. Les données originales étaient pas correctes. La mesure locale d'environ 73 km par seconde par mégaparsec est solide, robuste, confirmée par un instrument d'une sensibilité sans précédent. Puis, une collaboration internationale utilisant une méthode entièrement différente, la cosmographie par délai temporel, a obtenu un résultat identique. Cette technique exploite les mirages gravitationnels. Lorsqu'une galaxie massive se trouve entre nous et un quasar lointain, sa gravité courbe la lumière du quasar et crée plusieurs images du même objet. Comme chaque trajet lumineux a une longueur différente, les images arrivent à des moments légèrement décalés. En mesurant ces décalages et en modélisant la distribution de masse de la galaxie lentille, on peut calculer la constante de Hubble directement, sans aucune céphéide, sans aucune supernova, sans la moindre marche de l'échelle des distances. Et le résultat confirme la valeur locale. Chaque nouvelle technique indépendante qui mesure l'expansion de l'univers local obtient la même réponse. Et cette réponse contredit le modèle standard. Notre meilleur modèle de l'univers, celui qui a survécu à tous les tests pendant un quart de siècle, est peut-être en train de craquer. Et les fissures ne s'arrêtent pas à la vitesse d'expansion. Car dans le même temps, le télescope James Webb a fait une autre découverte qui a stupéfié la communauté astronomique. Au début de l'année 2026, la NASA a annoncé la confirmation de la galaxie la plus lointaine jamais détectée. Cette galaxie existe à un décalage vers le rouge de plus de 14, ce qui signifie que sa lumière a voyagé pendant plus de 13 milliards et demi d'années pour nous parvenir. Nous la voyons telle qu'elle existait seulement 280 millions d'années après le Big Bang, à une époque où l'univers n'avait que 2% de son âge actuel. À cette époque, selon tous les modèles existants, les galaxies auraient dû être de petites collections informes de gaz primordial, à peine en train de former leurs premières étoiles. L'univers était trop jeune pour abriter quoi que ce soit de complexe. Il n'y avait pas eu assez de temps pour que la formation stellaire à grande échelle se produise, pas assez de temps pour que les éléments lourds s'accumulent, pas assez de temps pour que des galaxies brillantes et structurées émergent du chaos primordial. Cette galaxie défie chacune de ses attentes. Elle est remarquablement lumineuse, elle est extrêmement compacte. Son spectre révèle des niveaux élevés d'azote, un élément qui nécessite normalement plusieurs générations d'étoiles pour être produit. Les étoiles massives fusionnent l'hydrogène et l'hélium dans leur cœur, puis explosent en supernovae, dispersant des éléments plus lourds dans le gaz environnant. De nouvelles étoiles se forment à partir de ce gaz enrichi et produisent des éléments encore plus lourds. Au fil de nombreux cycles, l'azote s'accumule. Mais 282 millions d'années ne suffisent pas pour que de nombreuses générations stellaires se succèdent. La présence d'azote dans cette galaxie suggère que quelque chose d'inhabituel s'est produit dans l'univers primitif,
peut-être la formation d'étoiles supermassives, bien plus massives que tout ce qui existe dans l'univers proche, capables de produire de l'azote par des processus nucléaires exotiques beaucoup plus rapides que l'évolution stellaire normale. Et il y a une autre anomalie. Cette galaxie semble avoir partiellement ionisé son environnement. L'univers primitif était rempli d'hydrogène neutre, un brouillard opaque qui bloquait la lumière ultraviolette. L'époque de la réionisation est la période durant laquelle les premières étoiles et galaxies ont produit suffisamment de rayonnement ultraviolet pour ioniser ce brouillard et rendre l'univers transparent. La plupart des modèles prédisent qu'à un décalage vers le rouge de 14, l'univers devrait être presque entièrement neutre, quasi totalement opaque. Mais l'environnement de cette galaxie montre des signes d'ionisation partielle. Cette minuscule galaxie, à peine 282 millions d'années après le Big Bang, avait déjà commencé à dissiper le brouillard autour d'elle, une chose que les modèles considéraient comme impossible à cette époque. Et cette galaxie n'est pas un cas isolé. Le télescope James Webb a découvert plus d'une centaine de galaxies brillantes à des décalages vers le rouge supérieurs à 10, dans une ère où les modèles de consensus pré-lancement n'en prédisaient essentiellement aucune. La densité numérique de galaxies brillantes à cette distance est plus de 100 fois supérieure à ce que les modèles attendaient. Parmi les découvertes les plus frappantes figure une galaxie spirale de la taille de la Voie lactée observée seulement 1 milliard d'années après le Big Bang, possédant déjà un bulbe central mature, des bras spiraux et une masse stellaire de 100 milliards de masses solaires. Une galaxie qui ressemble à un objet ayant eu des milliards d'années pour évoluer, alors qu'elle n'en a eu que quelques centaines de millions. Le fossé entre la théorie et l'observation ne cesse de se creuser. Mais le Big Bang lui-même n'est pas remis en question. Les preuves en sa faveur sont accablantes et proviennent de sources multiples et indépendantes. Le fond diffus cosmologique, l'expansion observée de l'univers, l'abondance des éléments légers comme l'hydrogène, l'hélium et le lithium, qui correspond aux prédictions de la nucléosynthèse primordiale. Ces piliers tiennent bon. Ce qui vacille, c'est la chronologie. Les galaxies se forment trop vite, trop brillantes, trop structurées pour que le modèle standard puisse l'expliquer. Quelque chose manque dans notre compréhension, quelque chose de fondamental. Et si notre modèle de l'univers est en train de se briser, que d'autres nous échappent? Quelle fraction de la réalité n'avons-nous jamais perçue? Pour commencer à répondre à ces questions, il faut partir de ce que nous connaissons. Il faut commencer près de chez nous et progresser vers l'extérieur, couche après couche, échelle après échelle. Et la première leçon que cette progression nous enseigne est d'une humilité dévastatrice. Car même les distances au sein de notre propre système solaire suffisent à nous rappeler que l'univers n'a pas été conçu pour nous. Commençons par l'objet céleste le plus proche, la Lune. Elle flotte dans notre ciel nocturne avec une familiarité trompeuse, comme une voisine qu'on pourrait rejoindre d'un bond. Les poètes la chantent comme une compagne, une amie fidèle dans l'obscurité, un phare argenté suspendu juste au-dessus de nous. Mais la Lune est à 384 400 km. C'est assez loin pour aligner 30 terres côte à côte entre elle et nous. Une fusée lancée à la vitesse de libération terrestre met environ 3 jours pour l'atteindre. Et c'est l'objet céleste le plus proche de nous. C'est la première marche de l'escalier, et elle prend déjà 3 jours. Passons à Mars, cette planète rouge qui enflamme notre imagination quand nous parlons de devenir une espèce multiplanétaire. Mars, à son approche la plus proche, se trouve à environ 55 millions de kilomètres. À sa distance maximale, elle dépasse les 400 millions de kilomètres. Un signal voyageant à la vitesse de la lumière met entre 3 et 21 minutes pour parcourir le trajet dans un seul sens. Quand la NASA envoie une commande à un rover sur Mars, les ingénieurs attendent jusqu'à 21 minutes simplement pour savoir si la commande a été reçue. Les conversations sont impossibles.
la communication en temps réel est impossible. Mars est notre voisine immédiate et elle se trouve déjà au-delà de la portée d'un simple appel téléphonique. Un rover à la surface de Mars a un jour tourné ses caméras vers le ciel et photographié la Terre. Dans cette image, notre planète tout entière est un point bleuâtre pâle dans le ciel martien. Pas une bille, pas un joyau. Un point, à peine distinguable des étoiles environnantes. Tout ce que vous avez jamais connu, chaque personne que vous avez jamais aimée, chaque ville que vous avez jamais visitée, chaque guerre jamais livrée, chaque chanson jamais écrite, réduit à une tache de lumière dans le ciel d'un autre monde. Et ce n'est que depuis Mars, notre plus proche voisine planétaire. Tentons maintenant de quitter le système solaire, ou plutôt, tentons de mesurer à quel point cette entreprise est impossible. L'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre est une sonde lancée en 1977. Elle voyage sans interruption depuis plus de 47 ans à environ 61 200 km à l'heure. Elle se trouve aujourd'hui à environ 24 milliards et demi de kilomètres de la Terre. C'est impressionnant. Aucune création humaine n'a jamais voyagé aussi loin. Mais cette sonde n'a pas quitté le système solaire. Le système solaire est bien plus vaste que la plupart des gens ne l'imaginent. Au-delà des planètes, au-delà de la ceinture de Kuiper où orbite Pluton, il existe une vaste coquille de débris glacés appelée le nuage d'Oort. Ce nuage s'étend depuis environ 2000 unités astronomiques jusqu'à peut-être 100 000 unités astronomiques du Soleil. Une unité astronomique est la distance de la Terre au Soleil, environ 150 millions de kilomètres. La sonde se trouve actuellement à environ 165 unités astronomiques. Elle n'atteindra pas le bord intérieur du nuage d'Oort avant 300 ans. Et elle ne traversera pas ce nuage avant environ 30 000 ans. 30 000 ans. C'est plus long que toute l'histoire humaine enregistrée. Plus long que l'intervalle entre les peintures rupestres de Lascaux et cet instant précis. L'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima du Centaure, se trouve à 4,24 années-lumière. À la vitesse actuelle de cette sonde, il faudrait plus de 73 000 ans pour l'atteindre. Si elle avait été lancée à l'aube de la civilisation humaine moderne, quand les premières cités étaient déconstruites en Mésopotamie, elle ne serait pas encore arrivée. Fixé sur le flanc de cette sonde se trouve un disque doré contenant des images, des salutations, de la musique et des sons de la Terre. Un message dans une bouteille cosmique destinée à quiconque pourrait le trouver. Les chances sont essentiellement nulles. Ce disque survivra au Soleil lui-même et personne ne le jouera probablement jamais. L'artefact le plus solitaire de l'existence, une lettre d'amour adressée à personne. Mais la mesure la plus vertigineuse de notre insignifiance n'est peut-être pas la distance parcourue par cette sonde. C'est la distance parcourue par notre voix. Depuis le début du XXe siècle, l'humanité laisse fuir des signaux radio et télévisés dans l'espace. Ces ondes électromagnétiques voyagent à la vitesse de la lumière. Elles se sont propagées vers l'extérieur depuis la Terre pendant environ 125 ans, créant une sphère en expansion de bruit humain d'un rayon de 125 années-lumière. La Voie lactée mesure 100 000 années-lumière de diamètre et contient environ 250 milliards d'amas d'étoiles. Notre bulle radio, d'un rayon de 125 années-lumière, englobe à peu près quelques milliers de ces étoiles. Si l'on plaçait notre radiosphère sur une carte de la Voie lactée, elle serait invisible. Au-delà de 125 années-lumière de la Terre, aucune civilisation n'a jamais eu l'opportunité de nous entendre. Aucun signal ne les a atteints. Aucune preuve de notre existence ne leur est parvenue. Nous sommes cosmiquement silencieux. Nous crions dans le vide depuis un siècle, et le vide ne nous a pas remarqués. Et la Voie lactée n'est qu'une seule galaxie parmi 2000 milliards. Jusqu'en 1920, nous ne savions même pas que d'autres galaxies existaient.
Le grand débat de cette année opposait ceux qui croyaient que la Voie lactée était tout l'univers à ceux qui soupçonnaient que les nébuleuses floues étaient des galaxies séparées. En 1924, Edwin Hubble trancha la question en prouvant que la nébuleuse d'Andromède se trouvait bien au-delà de notre galaxie. En une observation, l'univers devint inimaginablement plus vaste. Et cet océan de galaxies, allions-nous le découvrir, possède une structure, des motifs et des régions d'un vide terrifiant. L'univers n'est pas simplement grand, il est surtout vide. Et le vide y règne avec une souveraineté que l'esprit humain peine à concevoir. Au début des années 1980, une équipe d'astronomes de l'Université du Michigan menait un relevé systématique de décalage vers le rouge. Leur travail consistait à cartographier les positions des galaxies en 3 dimensions, mesurant non seulement leur position apparente dans le ciel, mais aussi leur distance. C'était un travail de routine. Les relevés de galaxies avaient été réalisés auparavant. Mais lorsque l'équipe traça ces données dans une région proche de la constellation du Bouvier, elle trouva quelque chose d'inattendu, un vide. Un gouffre sphérique massif dans la distribution des galaxies. Ils vérifièrent leurs instruments, ils revérifièrent leurs données. Le vide était réel. Ils venaient de découvrir l'une des structures les plus troublantes de l'univers observable. Ce vide est une région à peu près sphérique d'environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Pour saisir cette dimension, considérons que la Voie lactée tout entière mesure 100 000 années-lumière de diamètre. On pourrait aligner plus de 3000 voies lactées, à travers la largeur de ce vide. Dans un volume de cette taille, les astronomes s'attendent à trouver environ 2000 galaxies. Ce vide en contient une 60aine, regroupées le long d'une mince structure tubulaire traversant son centre, comme une poignée de miettes éparses le long d'un fil dans une pièce autrement déserte. Le reste est ténèbres, néant. Un océan d'espace sans la moindre île. Un astronome a un jour proposé une expérience de pensée qui saisit la solitude de ce vide mieux que n'importe quel nombre. Si la Voie lactée avait été située au centre de ce gouffre, nous n'aurions pas découvert l'existence d'autres galaxies avant les années 1960. Nous aurions scruté le ciel avec les meilleurs télescopes du 19e et du début du 20e siècle, et nous n'aurions rien vu. Pas d'Andromède, pas de nuages de Magellan, aucune nébuleuse spirale à débattre. Nous aurions cru être seuls, la seule galaxie dans une mer noire infinie. Et nous aurions eu tort. Mais nous n'aurions eu aucun moyen de le savoir. Ce vide n'est pas une anomalie. C'est un exemple typique d'une caractéristique qui domine l'univers. Les vides, ces régions sphériques immenses de densité galaxique inférieure à la moyenne, représentent environ 80% du volume de l'univers observable. 80%. La grande majorité de l'univers n'est pas remplie de galaxies, d'étoiles et de planètes. Elle est remplie de presque rien. Les endroits où la matière se concentre, les galaxies, les amas, les superamas, sont la minorité. Ils se cramponnent aux minces parois et aux filaments qui séparent les vides comme un film de savon à la surface d'une bulle. L'univers, à sa plus grande échelle, ressemble à de la mousse, d'énormes bulles de vacuité séparées par des membranes de matière d'une minceur impossible. Et voici quelque chose de plus troublant encore. Nous vivons dans un vide. La Voie lactée se trouve à l'intérieur d'une région de densité galaxique inférieure à la moyenne, d'environ 2 milliards d'années-lumière de diamètre. 2 milliards d'années-lumière. C'est plus de 6 fois la largeur du vide du Bouvier. Nous ne sommes pas dans un quartier galaxique animé. Nous ne sommes pas dans un carrefour cosmique grouillant d'activité. Nous sommes dans une zone relativement déserte, un secteur de banlieue cosmique où les lampadaires se raréfient et les maisons sont très éloignées les unes des autres. La Voie lactée se trouve à quelques centaines de millions d'années-lumière du centre de ce vide. Nous sommes, au sens le plus littéral,
des résidents des faubourgs cosmiques. Et ce n'est pas qu'une curiosité scientifique, cette situation pourrait avoir des conséquences réelles sur notre compréhension de l'univers. Certains chercheurs ont proposé que le fait de vivre à l'intérieur d'une grande région de faible densité pourrait contribuer à la tension de Hubble, cette crise que nous avons évoquée. Le raisonnement est le suivant. Les galaxies, à l'intérieur d'un vide, subissent une attraction gravitationnelle des régions plus denses situées à l'extérieur du vide. Cette attraction accélère l'expansion locale de l'espace, faisant paraître l'univers se dilater plus vite dans notre voisinage que la moyenne cosmique. Si ce vide est réel, et si nous sommes proches de son centre, nos mesures locales du taux d'expansion donneraient naturellement un résultat plus élevé que la valeur dérivée de l'univers primitif. La divergence ne serait pas le signe d'une physique brisée, ce serait le signe que notre adresse dans le cosmos est légèrement inhabituelle. Des données présentées à une réunion nationale d'astronomie en 2025 ont suggéré qu'un modèle incluant ce vide est considérablement plus probable qu'un modèle sans vide. D'autres chercheurs contestent cette interprétation. La question reste ouverte, mais l'implication est saisissante. La plus grande crise de la cosmologie pourrait être en partie causée par le fait que nous vivons dans une partie relativement vide de l'univers. Notre vision de la réalité pourrait être déformée par notre localisation. Mais d'où viennent les vides? Pourquoi l'univers est-il organisé de cette façon? Pourquoi 80% du cosmos est-il un désert? La réponse remonte au tout début, aux premières fractions de seconde après le Big Bang. Lorsque l'univers est né, il n'était pas parfaitement uniforme. Il était presque uniforme, presque parfaitement lisse et chaud et dense, mais pas tout à fait. La mécanique quantique, la physique du monde subatomique garantissait que de minuscules fluctuations aléatoires existaient dans la densité de la matière et de l'énergie. Ces fluctuations étaient inimaginablement petites, des variations d'environ 1 partie pour 100 000. Si l'univers primitif avait été un océan parfaitement calme, ces fluctuations auraient été des vaguelettes de moins d'1 millimètre sur une surface s'étendant sur des milliers de kilomètres. Mais la gravité est patiente. Et la gravité est implacable. Au fil de milliards d'années, la gravité a amplifié ces infimes différences. Les régions légèrement plus denses que la moyenne ont attiré un peu plus de matière vers elles. Les régions légèrement moins denses ont perdu de la matière au profit de leurs voisines plus denses. C'était une boucle de rétroaction cosmique. Les riches se sont enrichis. Les pauvres se sont appauvris. Les régions denses sont devenues plus denses. Les régions vides sont devenues plus vides. Au fil du temps, les légères variations de densité sont devenues les vastes structures que nous voyons aujourd'hui. La matière s'est concentrée en fines feuilles et en filaments. Les espaces entre ces feuilles se sont dilatés et vidés, devenant les vides. L'univers, façonné par les mêmes tremblements quantiques qui gouvernent le comportement des particules subatomiques, s'est organisé en un réseau, une vaste toile interconnectée de matière et de vacuité s'étendant à travers tout l'univers observable. La toile cosmique est façonnée davantage par ce qui manque que par ce qui est présent. Les vides ne sont pas des trous percés dans un univers autrement solide. Ils sont l'état originel, la condition par défaut. Le vide est la norme. La matière est l'exception. Les galaxies, les étoiles, les planètes, les atomes qui composent votre corps, tout cela existe sur de minces fils lumineux tendus entre d'énormes bulles de néant. Si 80% de l'univers est vide, que contiennent les 20% restants? La réponse est une structure si vaste et si complexe qu'il a fallu des décennies pour la découvrir. Un réseau si colossal qu'il s'étend à travers tout l'univers observable. Et récemment, pour la première fois de l'histoire humaine, nous avons photographié un fragment de cette structure. Un seul brin de la plus grande architecture de l'existence. Un pont de gaz et de matière noire
s'étendant sur 3 millions d'années-lumière entre deux galaxies antiques. Un fil de cette chose que les scientifiques appellent la toile cosmique. L'univers n'est pas un amas chaotique de galaxies flottant dans l'espace comme de la poussière dans une pièce sombre. Il possède un squelette, une architecture, un vaste réseau interconnecté de filaments, de nœuds et de vides qui s'étend à travers tout l'univers observable et au-delà. Ce concept a été développé progressivement au fil des décennies. À mesure que les relevés de galaxies devenaient plus détaillés tout au long des années 1980 et 1990, les astronomes ont remarqué que les galaxies n'étaient pas réparties uniformément dans l'espace. Elles se regroupaient, elles formaient des chaînes. Elles s'alignaient le long de corridors invisibles et entre ces corridors s'étendaient les immenses vides. Le motif était indéniable. Aux échelles les plus grandes, l'univers s'était organisé en quelque chose qui ressemblait à une toile d'araignée tridimensionnelle. Des filaments lumineux de galaxies, connectant des nœuds massifs appelés amas de galaxies, avec des vides sombres et vides remplissant l'espace entre eux. Les filaments sont colossaux. Certains brins individuels s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière. Ils sont composés de matière noire, de gaz et de galaxies, le tout attiré par la gravité en structures allongées qui servent d'autoroute reliant les régions les plus denses du cosmos. Aux intersections où les filaments se rencontrent, des amas de galaxies se forment. Ce sont les nœuds de la toile, les plus grandes structures gravitationnellement liées de l'univers. Ils contiennent des centaines ou des milliers de galaxies, de vastes nuages de gaz surchauffés et d'immenses halos de matière noire. Notre propre groupe local, la modeste collection d'une centaine de galaxies qui inclut la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, se trouve sur un filament. Ce filament relie l'amas du fourneau à l'amas de la Vierge. Nous ne sommes pas à un nœud, nous ne sommes pas à une intersection, nous sommes sur une route secondaire entre deux métropoles galaxiques. Pendant des décennies, la toile cosmique existait principalement dans les simulations informatiques et les modèles mathématiques. Les superordinateurs pouvaient simuler l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'au présent et produisaient systématiquement des structures en forme de toile correspondant à la distribution observée des galaxies. La théorie était solide. Les modèles étaient magnifiques. Mais capturer directement l'image d'un filament, détecter la lueur ténue du gaz et de la matière qu'il contient, restait hors de notre portée. Le gaz dans les filaments est incroyablement ténu. L'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers, n'émet qu'une lueur extrêmement faible lorsqu'il est dispersé sur des millions d'années-lumière. Détecter cette lueur revient à tenter de photographier une bougie depuis l'autre côté d'un continent. Puis, en 2025, une équipe internationale a accompli ce que des décennies d'astronomes avaient espéré. Ils ont capturé la première image haute définition, directe d'un filament de la toile cosmique. Le filament qu'ils ont imagé s'étend sur 3 millions d'années-lumière entre deux galaxies, chacune abritant un trou noir supermassif actif. Ces galaxies se situent à un décalage vers le rouge de 3, ce qui signifie que la lumière de ce filament voyage à travers l'espace depuis près de 12 milliards d'années. Quand ce filament brillait, l'univers n'avait que 2 milliards d'années environ. Nous regardons la toile cosmique dans sa jeunesse. L'équipe a utilisé un instrument spectroscopique extraordinaire monté sur un très grand télescope au Chili. Cet instrument collecte des spectres pour chaque pixel de son champ de vision, permettant aux astronomes de séparer la faible émission d'hydrogène du filament du bruit de fond. Mais même avec cet instrument, la tâche a nécessité plus de 150 heures d'observation focalisées sur le même coin de ciel. 150 heures d'un télescope de classe mondiale fixant un seul point de l'univers, accumulant photon après photon, construisant une image à partir de la lumière la plus ténue imaginable. Le résultat a été publié et il était stupéfiant.
L'image montrait le gaz diffus contenu dans le filament, s'étirant entre les deux galaxies comme un pont lumineux. Les chercheurs pouvaient tracer la frontière entre le gaz résidant dans les galaxies et le matériau contenu dans la toile cosmique elle-même. Pour la première fois, la connexion entre une galaxie et la toile qui la nourrit a été directement observée. Et lorsqu'ils ont comparé leur image aux simulations sur superordinateur, la concordance était frappante. La forme, la densité, le profil de luminosité du filament observé correspondaient aux prédictions de manière presque exacte. Les simulations avaient eu raison depuis le début. La toile cosmique est réelle. Elle ressemble exactement à ce que les modèles avaient en prédit. Et maintenant, nous avons une photographie pour le prouver. Mais la toile cosmique n'est pas l'eau statique. Elle n'est pas un échafaudage figé maintenant les galaxies en place. Elle est vivante, dynamique, en mouvement perpétuel. Des chercheurs ont fait une découverte remarquable en utilisant des données d'un radiotélescope en Afrique du Sud. Ils ont trouvé l'une des plus grandes structures en rotation jamais observées, une chaîne de 14 galaxies enchâssées dans un filament cosmique de 5,5 millions d'années-lumière de long. Les 14 galaxies tournent dans la même direction. L'ensemble du filament, une structure de millions d'années-lumière, est en rotation. C'était inattendu. L'image conventionnelle des filaments les présentait comme des structures passives, un échafaudage gravitationnel sur lequel la matière tombait et le long duquel elle glissait. Mais cette découverte a montré que les filaments transfèrent activement du moment cinétique l'énergie de rotation sur de vastes distances. Ce ne sont pas simplement des autoroutes, ce sont des rivières. Des rivières de gaz, de matière et d'énergie rotationnelle qui coulent vers les galaxies situées au nœud, les alimentant, les faisant tourner, les façonnant. La toile cosmique est le système circulatoire de l'univers. C'est le réseau à travers lequel la matière et l'énergie circulent depuis les vides vers les intersections denses et peuplées où les galaxies naissent et grandissent. Sans la toile, les galaxies n'auraient aucune ligne d'approvisionnement, aucune matière première. Elles épuiseraient leurs réserves de gaz et s'éteindraient lentement. La toile les maintient en vie. Et la toile elle-même est construite sur quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Quelque chose qui constitue 85% de toute la matière dans l'univers. Quelque chose qui n'émet pas de lumière, qui n'absorbe pas la lumière, qui ne réfléchit pas la lumière. Quelque chose dont nous savons qu'il existe uniquement à cause de son influence gravitationnelle sur tout ce qui l'entoure. La matière noire. L'existence de la matière noire a été suggérée pour la première fois dans les années 1930, lorsqu'un astronome suisse étudiait un amas massif de galaxies situé à environ 320 millions d'années-lumière de la Terre. Il mesura les vitesses auxquelles les galaxies de l'amas se déplaçaient et trouva quelque chose d'anormal. Elles se déplaçaient trop vite. Beaucoup trop vite pour que la matière visible dans l'amas puisse les retenir gravitationnellement. Les galaxies auraient dû se disperser depuis longtemps. Quelque chose d'invisible fournissait la colle gravitationnelle supplémentaire. L'idée fut largement ignorée pendant des décennies. Elle semblait trop étrange, trop spéculative. Puis, dans les années 1970, une astronome américaine fit la même découverte à plus petite échelle. Elle mesurait les vitesses de rotation des étoiles au sein de galaxies spirales. Selon la gravité newtonienne, les étoiles au bord d'une galaxie devraient orbiter plus lentement que les étoiles proches du centre, tout comme les planètes extérieures de notre système solaire orbitent plus lentement que les planètes intérieures. Mais elle constata que les courbes de rotation étaient plates. Les étoiles au bord des galaxies se déplaçaient aussi vite que les étoiles proches du centre. La seule explication était qu'un immense halo de matière invisible s'étendait bien au-delà du disque visible de chaque galaxie, fournissant l'attraction gravitationnelle nécessaire pour maintenir ces étoiles extérieures en orbite.
Depuis lors, les preuves en faveur de la matière noire se sont accumulées de toutes les directions. Les amas de galaxies courbent la lumière des objets situés derrière eux plus fortement que leur masse visible ne le permettrait. Le fond diffus cosmologique contient des motifs qui n'ont de sens que si la matière noire existait dans l'univers primitif, créant les puits gravitationnels dans lesquels la matière ordinaire est tombée. Et la toile cosmique elle-même ne se formerait pas sans matière noire. Les simulations, qui n'incluent que la matière ordinaire, produisent un univers qui ne ressemble en rien à ce que nous observons. Ajoutez la matière noire et la toile émerge. Les filaments se forment, les vides s'ouvrent, les galaxies se regroupent au nœud. La matière noire n'est pas un ingrédient mineur. C'est l'ingrédient principal. Elle constitue 85% de toute la matière dans l'univers. Et pourtant, nous ne savons pas ce que c'est. Malgré des décennies de recherche à travers le monde, des détecteurs souterrains aux accélérateurs de particules, aucune expérience n'a produit de détection confirmée d'une particule de matière noire. Nous savons qu'elle est là. Nous pouvons cartographier sa distribution. Mais la particule elle-même reste insaisissable. Passons maintenant aux membres encore plus étranges de la famille sombre, l'énergie noire. En 1998, 2 équipes d'astronomes ont découvert quelque chose de stupéfiant en étudiant des supernovae de type 1A. Ces explosions stellaires dont la luminosité prévisible en fait d'excellents marqueurs de distance. L'expansion de l'univers ne ralentissait pas comme la gravité l'aurait voulu. Elle accélérait. Quelque chose d'inconnu surmontait l'attraction gravitationnelle de toute la matière de l'univers. Les scientifiques l'ont nommé énergie noire, un nom confessant leur ignorance. L'énergie noire n'est pas une force au sens traditionnel. Elle ne pousse pas les galaxies les unes des autres comme une fusée s'éloigne de la Terre. C'est une propriété de l'espace lui-même. Elle fait se dilater l'espace. Et plus il y a d'espace, plus son effet devient fort. À mesure que l'univers grandit, davantage d'espace est créé, ce qui génère plus d'énergie noire, ce qui cause plus d'expansion, ce qui crée plus d'espace. C'est un cycle qui s'accélère, et il gagne. Les effets sont profonds. Des galaxies lointaines s'éloignent de nous de plus en plus vite. Certaines galaxies, au-delà d'une certaine distance, s'éloignent déjà plus vite que la lumière. Non pas parce qu'elles se déplacent à travers l'espace plus vite que la lumière, c'est impossible, mais parce que l'espace entre elles et nous se dilate plus vite que la lumière ne peut le traverser. La lumière émise par ces galaxies en cet instant ne nous parviendra jamais. Elles sont perdues pour nous à jamais, emportées au-delà de l'horizon par l'expansion de l'univers lui-même. L'énergie noire représente 68% du contenu énergétique total de l'univers. La matière noire en représente 27%. La matière ordinaire, tout ce que vous pouvez voir et toucher, tout ce qui compose chaque étoile, chaque planète, chaque atome de votre corps, n'en représente que 5%. 5%. Nous comprenons 5% de ce dont l'univers est fait. La plus grande structure jamais découverte, la toile cosmique, est construite sur un échafaudage de matière noire que nous n'avons jamais directement détecté, propulsé par une énergie noire que nous ne pouvons expliquer. Et tout ce qui est visible dans le ciel nocturne n'est qu'un mince film lumineux tendu sur un abîme de forces invisibles. Chaque télescope, chaque expérience, chaque vaisseau spatial que nous avons jamais construit n'a étudié que ces 5%. La décoration, le glaçage, la croûte visible d'une machine invisible d'une complexité stupéfiante. Et si nous comprenons à peine de quoi l'univers est constitué, comment pouvons-nous avoir confiance en notre carte de sa taille? Comment pouvons-nous être sûrs de nos modèles quand 95% de la réalité reste inexpliquée? La réponse est que notre confiance vacille. Nos modèles ploient sous le poids de nouvelles observations. Et quelque part, cachés derrière la poussière et le gaz de notre propre galaxie,
Quelque chose d'énorme nous attire. La Voie lactée et des centaines d'autres galaxies foncent à travers l'espace à plus de 2 millions de kilomètres à l'heure vers une région de l'espace que nous ne pouvons pas voir entièrement. Une anomalie gravitationnelle si puissante qu'elle domine le mouvement de tout ce qui se trouve dans un rayon de centaines de millions d'années-lumière. Et nous ne savons toujours pas exactement ce que c'est. La Voie lactée ne reste pas immobile. Rien dans l'univers ne reste immobile. Tout est en mouvement. Les planètes orbitent des étoiles. Les étoiles orbitent le centre de leur galaxie. Les galaxies orbitent les unes autour des autres dans des amas. Les amas fluent le long des filaments de la toile cosmique. Mais au-dessus et au-delà de tous ces mouvements, il y a autre chose, une traction. Une vaste attraction gravitationnelle persistante qui entraîne la Voie lactée et environ 400 autres galaxies dans une direction spécifique à une vitesse stupéfiante. 600 km par seconde. C'est 2,2 millions de kilomètres à l'heure. Chaque seconde, la Voie lactée se rapproche de 600 km d'une région de l'espace dans la direction de la constellation du Centaure, à environ 150 à 250 millions d'années-lumière de distance. Nous ne dérivons pas, nous fonçons. Et la destination est quelque chose que nous pouvons à peine voir. Ce phénomène a été identifié pour la première fois dans les années 1980 par une équipe de 7 astronomes qui cartographiaient les vitesses particulières des galaxies, ces vitesses qui déviennent de l'expansion uniforme de l'univers. Quand ils ont tracé ces mouvements, ils ont constaté qu'une large portion du cosmos convergeait dans la même direction. Des centaines de galaxies, toutes se dirigeant vers un seul centre gravitationnel. Quelque chose les attirait, quelque chose de massif, quelque chose qui n'apparaissait pas dans les relevés optiques. Le problème est que cette source d'attraction se cache derrière la zone d'évitement, la bande de ciel masquée par le disque de notre propre galaxie. Des relevés en rayons X ont révélé un amas massif de galaxies à la position approximative, mais sa masse n'explique qu'un dixième de l'attraction observée. Quelque chose de bien plus grand se trouve derrière. Et quelque chose se trouve effectivement derrière. Plus loin et bien plus massif se trouve l'une des structures les plus massives de l'univers observable, une concentration dense d'amas de galaxies et de superamas situés à environ 650 millions d'années-lumière de la Terre. Certains chercheurs pensent maintenant que la source d'attraction que nous percevons n'est pas la véritable destination. C'est plutôt un relais, une étape gravitationnelle sur la route vers cette structure beaucoup plus vaste. La véritable force d'attraction pourrait être distribuée à travers cette structure bien plus étendue. En 2014, une avancée majeure a redéfini la carte cosmique. En utilisant les données de flux galaxiques, une équipe a cartographié le bassin gravitationnel dans lequel la Voie lactée et des milliers d'autres galaxies résident. Ils ont appelé ce bassin un nom qui signifie « ciel immense » dans une langue polynésienne. Il s'étend sur 524 millions d'années-lumière et contient environ 100 000 galaxies. Toutes coulent vers son centre gravitationnel, attirées par l'influence gravitationnelle combinée de la matière noire et de la matière visible qui s'y concentre. Nous sommes à l'intérieur de cette structure. Nous sommes l'une de ces 100 000 galaxies. Nous tombons vers son centre. Mais voici le paradoxe. Nous n'y arriverons jamais, parce que l'univers est en expansion, et cette expansion s'accélère. L'énergie noire, cette force mystérieuse qui remplit 68% du cosmos, étire l'espace entre les amas de galaxies plus vite que la gravité ne peut les rapprocher. L'attraction nous tire. Mais l'expansion de l'espace nous repousse. Nous approchons de cette destination à 600 km par seconde, mais l'espace entre nous et elle s'étire à un rythme qui finira par dépasser notre vitesse d'approche. La Voie lactée est en route vers un lieu qu'elle n'atteindra jamais. Nous tombons vers une destination inaccessible. La gravité nous donne une direction.
l'énergie noire nous refuse l'arrivée. C'est un mouvement sans finalité, une approche infinie vers un centre inatteignable. Et c'est là le caractère fondamental de l'univers à ses plus grandes échelles. Tout est en mouvement, tout est connecté par la gravité. Mais l'expansion finit par l'emporter. Au fil de milliards d'années, l'univers s'étirera. Les amas de galaxies qui ne sont pas gravitationnellement liés les uns aux autres dériveront au-delà des horizons d'événements cosmiques respectifs. Ils deviendront invisibles les uns aux autres, inaccessibles, perdus. Et pourtant, pour l'instant, dans ce bref instant cosmique, l'architecture tient. La toile est intacte, les filaments coulent, les nœuds grossissent, la grande attraction tire et les galaxies répondent. Il est temps maintenant de prendre du recul, de reculer aussi loin que possible et de contempler notre place dans la grande hiérarchie cosmique. D'écrire notre adresse complète, depuis la Terre jusqu'au bord de l'univers observable. Et chaque couche de cette adresse éclipsera la précédente d'une manière presque impossible à assimiler. Vous êtes sur la Terre, une planète rocheuse de 12 742 km de diamètre. C'est un monde de montagnes et d'océans, de forêts et de déserts, un monde qui grouille de vie sous toutes ses formes, depuis les bactéries dans les abysses océaniques jusqu'aux aigles qui planent au-dessus des sommets enneigés. Mais dans le contexte cosmique, la Terre est un grain de poussière. Elle orbite autour d'une étoile que nous appelons le Soleil, une naine jaune d'âge moyen, vieille d'environ 4 milliards et demi d'années. Le Soleil est une étoile parmi 250 milliards dans la Voie lactée. Il n'est pas spécial. Il n'est pas central. C'est une étoile parfaitement ordinaire dans une partie parfaitement ordinaire de la galaxie. Le Soleil et ses planètes constituent le système solaire, niché dans une cavité de gaz chaud appelée la bulle locale, d'environ 1000 années-lumière de diamètre, sculptée par d'anciennes explosions de supernovae. Cette bulle se trouve dans le bras d'Orion, un bras spiral mineur de la Voie lactée et de la Voie lactée, notre galaxie spirale barrée d'environ 100 000 années-lumière de diamètre. Au centre de la galaxie se trouve un trou noir supermassif d'une masse d'environ 4 millions de fois celle du Soleil, autour duquel tournent 250 milliards d'hypours d'étoiles. La Voie lactée n'est pas seule. Elle est l'une d'environ une centaine de galaxies, dans un ensemble gravitationnellement lié appelé le groupe local. Le groupe local s'étend sur environ 10 millions d'années-lumière. Ses deux plus grands membres sont la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, qui se trouve à environ 2,5 millions d'années-lumière et contient environ 1000 milliards d'étoiles. Andromède et la Voie lactée sont en collision lente. Dans environ 4,5 milliards d'années, les deux galaxies fusionneront dans une danse gravitationnelle qui reconfigurera les deux. Le groupe local contient également la galaxie du Triangle, une soixantaine de galaxies plus petites et de nombreuses galaxies naines. Le groupe local fait partie d'une structure beaucoup plus vaste appelée le superamas de la Vierge. Ce superamas contient environ 100 groupes et amas de galaxies répartis sur 110 millions d'années-lumière. En son cœur se trouve l'amas de la Vierge, une collection massive de plus de 1300 galaxies situées à environ 54 millions d'années-lumière de la Terre. L'amas de la Vierge domine le superamas gravitationnellement. Nous sommes à sa périphérie, un petit groupe en orbite au bord d'un royaume gravitationnel bien plus vaste. Mais même le superamas de la Vierge n'est qu'un lobe de quelque chose de bien plus grand encore. Il fait partie d'un superamas qui s'étend sur 520 millions d'années-lumière et contient environ 100 000 galaxies, toutes convergeant vers le centre gravitationnel que nous avons évoqué. Et ce superamas fait lui-même partie d'un complexe filamentaire, l'un des brins de la toile cosmique, s'étirant sur environ 1 milliard d'années-lumière. 1 milliard d'années-lumière. C'est l'une des plus grandes structures cohérentes jamais identifiées. Un fil d'amas de galaxies et de superamas enfilés le long d'un seul filament de la toile, et tout cela
le complexe filamentaire, le superamas de la Vierge, le groupe local, la Voie lactée, le Soleil, la Terre, n'est qu'un fragment minuscule de l'univers observable. L'univers observable est une sphère centrée sur la Terre d'un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Il contient environ 2000 milliards de galaxies et 10 puissance 24 étoiles, plus d'étoiles que tous les grains de sable sur toutes les plages et dans tous les déserts de la planète combinée. Le complexe filamentaire, l'une des plus grandes structures que nous connaissions, s'étend sur 1 milliard d'années-lumière. L'univers observable mesure 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Notre plus grande structure connue représente environ 1% du diamètre de l'univers observable. Le filament qui contient notre superamas, qui contient notre amas de galaxies, qui contient notre galaxie, qui contient notre étoile, qui contient notre planète, représente 1% de l'univers observable. Nous sommes petits, au-delà de toute compréhension. Un point sur un fil, dans une toile, dans une sphère si vaste que la lumière elle-même, voyageant à 300 000 km par seconde, met 13 milliards 800 millions d'années pour la traverser. Et 93 milliards d'années-lumière semblent être la totalité. Cela semble être la fin de la route. Ce n'est pas le cas. 93 milliards d'années-lumière n'est pas la taille de l'univers. C'est la taille de la partie que nous pouvons voir. L'univers observable. La portion dont la lumière a eu le temps de nous parvenir depuis le Big Bang. Au-delà du bord de l'univers observable, il y a davantage, immensément plus. Mais avant d'explorer ce qui se cache au-delà du mur, arrêtons-nous un instant à ce mur lui-même. Car le bord de l'univers observable n'est pas un mur dans l'espace. C'est un mur dans le temps. Une frontière définie par la vitesse de la lumière et l'âge du cosmos. Et la comprendre nous enseigne quelque chose à la fois magnifique et profondément dérangeant. Voici une idée fausse que presque tout le monde entretient. L'univers a 13 milliards 800 millions d'années, donc la distance la plus lointaine que nous pouvons voir devrait être de 13 milliards 800 millions d'années-lumière dans chaque direction. Cela semble logique. La lumière voyage à une année-lumière par an. L'univers existe depuis 13 milliards 800 millions d'années. Donc la lumière a eu le temps de parcourir 13 milliards 800 millions d'années-lumière. Simple et faux. La distance la plus lointaine que nous pouvons voir n'est pas de 13 milliards 800 millions d'années-lumière. C'est environ 46 milliards d'années-lumière dans chaque direction. L'univers observable a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Comment est-ce possible si l'univers n'a que 13 milliards 800 millions d'années? Parce que l'espace lui-même s'est dilaté pendant tout ce temps. Quand une galaxie lointaine a émis sa lumière il y a 13 milliards d'années, cette galaxie était beaucoup plus proche de nous qu'elle ne l'est maintenant. La lumière a commencé son voyage. Mais pendant qu'elle voyageait, l'espace entre nous et cette galaxie s'étirait. La galaxie était emportée de plus en plus loin par l'expansion de l'univers. Au moment où la lumière atteint finalement nos télescopes, la galaxie qui l'a émise n'est plus à 13 milliards d'années-lumière. Elle est maintenant à environ 46 milliards d'années-lumière. Elle a reculé pendant tout le temps que la lumière était en transit. Au bord extrême de cette sphère, nous ne voyons pas de galaxie. Nous voyons le fond diffus cosmologique, cette même radiation fossile que nous avons déjà évoquée, la lumière la plus ancienne de l'univers, libérée quand le cosmos est devenu transparent pour la première fois. C'est un mur de radiation qui nous entoure dans toutes les directions. Au-delà, l'univers était opaque. Aucune lumière de cette époque ne peut nous parvenir. C'est l'horizon ultime pour l'observation électromagnétique. Mais il existe quelque chose d'encore plus contraignant que le fond diffus cosmologique. Quelque chose qui définit la limite absolue de ce que nous verrons jamais, peu importe combien de temps nous attendons ou à quel point nos instruments s'améliorent. C'est l'horizon des événements cosmiques. Parce que l'expansion de l'univers s'accélère
propulsés par l'énergie noire, il existe des régions de l'espace qui s'éloignent de nous plus vite que la vitesse de la lumière. En cet instant même, des galaxies, au-delà d'une certaine distance, sont emportées par l'expansion de l'espace à des vitesses dépassant 300 000 km par seconde. Cela ne viole pas la théorie de la relativité d'Einstein. La relativité dit que rien ne peut voyager à travers l'espace plus vite que la lumière, mais elle ne pose aucune limite à la vitesse à laquelle l'espace lui-même peut se dilater. L'espace n'est pas une chose se déplaçant dans un milieu. L'espace est le milieu, et il peut s'étirer aussi vite qu'il le souhaite. Toute lumière émise par ces galaxies, en cet instant, ne nous parviendra jamais. Les photons quittent la galaxie et commencent à voyager vers nous à la vitesse de la lumière. Mais l'espace entre nous se dilate plus vite que les photons ne peuvent le traverser. Les photons prennent du retard. Ils courent sur un tapis roulant qui accélère. Ils n'arriveront jamais. Cela crée une frontière, l'horizon des événements cosmiques. Au-delà, aucun signal ne peut nous atteindre. Aucune lumière, aucune onde radio, aucune onde gravitationnelle, rien. C'est le mur ultime de notre prison, le bord de notre univers causal. Tout au-delà de l'horizon des événements cosmiques est et sera pour toujours entièrement déconnecté de nous. Nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons pas communiquer avec. Nous ne pouvons interagir avec d'aucune manière. Et à mesure que l'expansion continue de s'accélérer, des galaxies qui sont actuellement visibles franchiront un jour l'horizon des événements et disparaîtront une par une sur des milliards d'années. Les galaxies, en dehors de notre groupe gravitationnellement lié, subiront un décalage vers le rouge jusqu'à l'invisibilité. Leur lumière s'étirera vers des longueurs d'onde trop grandes pour être détectées. Elles s'effaceront comme des navires passant sous l'horizon d'un océan qui s'agrandit plus vite qu'ils ne peuvent revenir. Dans un futur lointain, très lointain, les seules galaxies visibles depuis notre point d'observation seront les quelques dizaines de notre propre groupe local, qui sont suffisamment liés gravitationnellement pour résister à l'expansion. Pour une civilisation vivant dans cette ère lointaine, l'univers semblera être une seule galaxie flottant dans un vide noir infini. Elle n'aura aucun moyen de savoir que des milliers de milliards d'autres galaxies ont un jour rempli le ciel. Aucun moyen de détecter le fond diffus cosmologique qui se sera décalé vers des longueurs d'onde indétectables. Aucun moyen de déduire le Big Bang. Leur cosmologie sera fausse, non par leur faute, mais parce que les preuves auront été emportées au-delà de leur portée par l'expansion de l'espace. Nous vivons dans un temps privilégié. Maintenant, dans cette étroite fenêtre de l'histoire cosmique, nous pouvons encore voir le fond diffus cosmologique. Nous pouvons encore détecter des galaxies lointaines. Nous pouvons encore reconstituer l'histoire du Big Bang et l'évolution de l'univers. Dans un futur lointain, cela ne sera plus possible. L'univers efface lentement, inexorablement sa propre histoire. Voici donc notre cage. 93 milliards d'années-lumière de diamètre, délimitée par le fond diffus cosmologique dans un sens et par l'horizon des événements cosmiques dans un autre. Tout ce que nous savons, tout ce que nous avons jamais mesuré, tout ce que nos instruments peuvent détecter existe dans cette sphère. Et tout au-delà est un mystère. Mais la question qui compte le plus est quelle est la taille de ce tout au-delà? L'univers inobservable est-il légèrement plus grand que ce que nous pouvons voir? Ou est-il incompréhensiblement, terriblement, absurdement plus grand? Nous le savons grâce à une mesure, une propriété déceptivement simple de l'univers qui a été confirmée avec une précision extraordinaire. L'univers est plat. En cosmologie, la platitude ne signifie pas que l'univers a la forme d'une table. Cela fait référence à la géométrie de l'espace lui-même. Dans un univers plat, les angles d'un triangle s'additionnent pour donner 180 degrés. Les lignes parallèles restent nos parallèles à jamais. L'espace
ne se courbe pas sur lui-même. Dans un univers de courbure positive, comme la surface d'une sphère, les angles d'un triangle s'additionnent pour donner plus de 180 degrés et les lignes parallèles finissent par converger. L'univers serait fini, mais sans bord, comme un ballon. On pourrait voyager en ligne droite et finir par revenir à son point de départ. Dans un univers de courbure négative, comme la surface d'une selle, les angles s'additionnent pour donner moins de 180 degrés et les lignes parallèles divergent. Les mesures du fond diffus cosmologique et des oscillations acoustiques baryoniques nous disent que l'univers est plat à 0,4% près. Plat à 99,6%. La courbure, si elle existe, est si infime que dans tout l'univers observable, l'espace est indiscernable d'un espace parfaitement plat. Et cela a une implication stupéfiante. Si l'univers avait une forte courbure, il pourrait être petit. Un univers de courbure positive, comme la surface d'une sphère, pourrait être fini et pas beaucoup plus grand que le volume observable. Mais plus l'univers est plat, plus il doit être grand. Parce que la seule façon pour notre parcelle observable de 93 milliards d'années-lumière d'apparaître parfaitement plate est si l'univers total est immensément, colossalement plus grand. De la même façon qu'un terrain de basket semble plat à une fourmi, uniquement parce que la courbure de la Terre est trop progressive pour être détectée à cette échelle. Des chercheurs ont analysé les contraintes de courbure provenant du fond diffus cosmologique et concluent que l'univers est au minimum 250 fois plus grand que la portion observable. Au strict minimum, l'univers complet aurait un diamètre d'au moins 23 000 milliards d'années-lumière. Son volume serait plus de 15 millions de fois celui que nous pouvons voir. Laissez cela s'imprégner. Tout ce que nous avons évoqué dans ce récit, chaque galaxie, chaque vide, chaque filament de la toile cosmique, chaque superamas, chaque mesure jamais effectuée par chaque télescope jamais construit, tout cela tient dans un volume qui représente au mieux un 15 millionième du tout. Et c'est l'estimation conservatrice. L'inflation cosmique, cette théorie selon laquelle l'univers a subi dans la première fraction de seconde après le Big Bang une période d'expansion exponentiellement rapide, nous offre des estimations qui ne sont pas douces. En un instant d'une brièveté inconcevable, une région plus petite qu'un proton s'est gonflée à une taille supérieure à l'univers observable actuel. Cette explosion inflationnaire a lissé l'univers, aplati sa géométrie et préparé le terrain pour les structures que nous voyons aujourd'hui. Si l'inflation s'est produite, et les preuves suggèrent fortement que c'est le cas, alors l'univers total n'est pas simplement 250 fois plus grand que la portion observable. Il pourrait être 10 puissance 23 fois plus grand. C'est un 1 suivi de 23 zéros, 100 sextillions de fois l'univers observable. Pour rendre ce nombre tangible, considérons cette analogie. Si l'univers observable était réduit à la taille d'une pièce d'1 euro, l'univers complet, selon ces estimations, serait une sphère de 250 000 années-lumière de diamètre. C'est plus de 2 fois le diamètre de la Voie lactée. L'univers observable, 93 milliards d'années-lumière de diamètre, contenant 2000 milliards de galaxies, serait une pièce de monnaie, et l'univers complet serait plus grand que la galaxie dans laquelle nous vivons. Et ce n'est qu'un modèle. Certains scénarios inflationnaires suggèrent que l'univers est littéralement infini. Pas seulement très grand, pas seulement incompréhensiblement grand. Effectivement infini, s'étendant à jamais dans toutes les directions, sans frontières, sans bords, sans centre. Si l'univers est infini, alors chaque arrangement possible de matière, chaque configuration possible d'atomes, chaque histoire possible se produit quelque part. Il y aurait d'autres régions de l'espace si loin que la lumière n'en parviendra jamais, où les atomes se sont arrangés en une copie exacte de la Terre, avec une copie exacte de vous, écoutant une copie exacte de cette phrase. Non comme métaphore, mais comme certitude mathématique. Dans un univers infini, avec un nombre fini de configurations possibles de la matière,
la répétition n'est pas seulement possible, elle est garantie. Mais quelle que soit la taille réelle de l'univers, un fait est clair. Nous ne verrons jamais la plus grande partie. L'horizon des événements cosmiques nous enferme. L'expansion accélérée de l'espace garantit que la vaste majorité de l'univers est et sera toujours hors de notre portée. La lumière de ces régions lointaines n'arrivera jamais. Les signaux d'éventuelles civilisations qui pourraient exister là-bas ne seront jamais reçus. Nous sommes isolés, confinés dans notre bulle observable, un minuscule aquarium lumineux flottant dans un océan d'immensité inconnaissable. L'univers n'est pas seulement plus grand que nous ne le pensions. Il est plus grand que ce que nous pouvons penser. Il dépasse non seulement nos instruments, mais notre capacité même de compréhension. Nos cerveaux ont évolué pour naviguer dans des savanes, pour traquer des proies sur des distances de quelques kilomètres, pour mémoriser l'emplacement de l'eau et des abris. Nous n'avons pas évolué pour saisir 10 puissance 23. Nous n'avons pas évolué pour ressentir ce que l'infini signifie. Nous pouvons écrire les équations. Nous pouvons calculer les estimations. Mais nous ne pouvons pas vivre l'échelle. Et pourtant, les équations pointent quelque part. Les modèles, les mathématiques, l'extension logique de l'inflation, tout converge vers la même conclusion troublante. Si l'inflation s'est produite une fois, elle ne s'est probablement pas produite une seule fois. La même physique qui a gonflé notre univers pourrait en gonfler d'autres. En cet instant même, dans des régions de l'espace si loin au-delà de notre horizon que le mot « distance » perd son sens. L'univers que nous voyons pourrait ne pas être l'univers. Il pourrait être un univers. Une bulle dans une mer infinie de bulles. Chacune avec son propre Big Bang, sa propre expansion, sa propre physique, ses propres étoiles et galaxies et vides, et peut-être, juste peut-être, ses propres observateurs levant les yeux vers leur propre ciel nocturne et se demandant s'ils sont seuls. Si l'inflation cosmique s'est produite, alors la plupart des modèles prédisent qu'elle ne s'arrête pas partout en même temps. C'est le concept d'inflation éternelle. Notre Big Bang n'était qu'un événement local, une poche où l'inflation s'est trouvée s'arrêter. Ailleurs, l'inflation continue, créant sans cesse de nouvelles bulles d'espace, de nouveaux univers de poche, chacun avec son propre Big Bang et sa propre histoire. Le résultat est un multivers au sens physique le plus littéral. Une collection infinie d'univers causalement déconnectés, des îles dans une mer toujours croissante d'espace en inflation. Et voici où cela devient véritablement étrange. Dans certaines versions du multivers dérivé de la théorie des cordes, les constantes physiques qui gouvernent notre univers ne sont pas fondamentales mais contingentes. La théorie des cordes prédit environ 10 puissance 500 états de vide possibles, chacun correspondant à un ensemble différent de lois physiques. Chaque univers bulle pourrait se stabiliser dans un état différent. Certains incapables de former des atomes, d'autres se déchirant avant que les galaxies n'émergent. Les lois que nous observons pourraient n'être que les lois de notre univers, un jet particulier d'un dé cosmique infini. Et nous existons dans ce jet non parce qu'il est spécial, mais parce qu'il permet à des observateurs d'exister. Un raisonnement appelé le principe anthropique. Que le multivers soit une prédiction, une proposition philosophique ou quelque chose entre les deux, est l'une des questions les plus contestées de la physique moderne. Les critiques soutiennent qu'une théorie qui prédit tout ne prédit rien. Si n'importe quel ensemble de lois physiques est possible dans un univers de poche quelque part, alors rien n'est de falsifiable. Le multivers devient un cadre qui peut expliquer n'importe quelle observation en pointant vers une bulle différente où cette observation se produirait. Ce n'est pas de la science, disent les critiques. C'est de la métaphysique. Les partisans répondent que l'inflation éternelle n'est pas un ajout spéculatif à la physique. C'est une conséquence naturelle, presque inévitable, de la même théorie inflationniste qui a été confirmée par les observations du fond diffus cosmologique.
Si l'on accepte l'inflation, et la plupart des cosmologistes l'acceptent, alors l'inflation éternelle découle des mathématiques. On n'a pas le droit de garder la partie de la théorie qui plaît et de rejeter celle qui met mal à l'aise. Et il y a des indices, ténus, fascinants, loin d'être concluants, que le multivers pourrait laisser des empreintes. Si deux univers bulles se trouvent nucléés suffisamment proches l'un de l'autre dans l'espace en inflation, ils pourraient entrer en collision. Une collision de bulles laisserait un motif spécifique dans le fond diffus cosmologique, une échymose circulaire de température légèrement différente dans le fond micro-ondes. Certains chercheurs ont prétendu trouver des caractéristiques anomales dans les données du fond diffus qui pourraient être cohérentes avec une collision de bulles, des points froids, des asymétries, des motifs qui ne correspondent pas aux prédictions les plus simples. Ces affirmations sont vivement débattues. La significativité statistique est en dessous du seuil, mais elles existent. Elles se tiennent au bord des données comme des ombres à la périphérie de la vision. Le multivers reste à la frontière de la science et de la philosophie. C'est l'extension logique la plus extrême de la physique en laquelle nous avons confiance. Il ne peut pas être confirmé par aucune observation actuellement concevable, mais il ne peut pas non plus être exclu. C'est l'expression ultime du thème qui a traversé tout ce récit. L'univers est plus grand que nous ne le pensions. Pas seulement plus grand d'une manière qui défie l'intuition, l'expérience, et dans certaines formulations, le concept même de taille. Mais même au sein de notre seul univers observable, au sein de cette bulle de 93 milliards d'années-lumière de lumière et de matière et d'énergie noire, la question qui nous hante le plus n'est pas une question de physique. Ce n'est pas une question de taux d'expansion, ou d'état de vide, ou de collision de bulles. Elle est plus simple que cela, plus ancienne que cela. C'est la question que chaque civilisation a fini par poser. Dans toute cette immensité, dans tous ces milliers de milliards de galaxies, et ces milliards de billions d'étoiles, et ces planètes innombrables dans d'innombrables zones habitables, y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quoi que ce soit qui nous regarde en retour? Ou sommes-nous seuls? Complètement, absolument, cosmiquement seuls, fixant l'obscurité, attendant une réponse qui ne vient jamais. Parlons des nombres, parce que les nombres sont accablants. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies. Chaque galaxie contient en moyenne 100 à 400 milliards d'étoiles. Le nombre total d'étoiles dans l'univers observable est estimé à 10 puissance 24. La plupart de ces étoiles ont des planètes. Les données des télescopes spatiaux et des relevés au sol suggèrent que l'étoile moyenne de la Voie lactée héberge au moins une planète. Beaucoup d'étoiles en hébergent plusieurs. Les estimations actuelles suggèrent qu'il pourrait y avoir plus de planètes que d'étoiles dans notre galaxie seule. Dans la Voie lactée, les estimations conservatrices placent le nombre de planètes rocheuses dans la zone habitable, la zone orbitale où l'eau liquide pourrait exister à la surface d'une planète entre 300 millions et 10 milliards. Extrapolons. S'il y a 300 millions de planètes rocheuses en zone habitable dans la Voie lactée, à la Voie lactée et 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable, le nombre total de mondes potentiellement habitables se chiffre en milliards de billions. Et si l'univers est 250 fois plus grand que la portion observable, ou 10 puissance 23 fois plus grand, ou infini, alors le nombre de mondes potentiellement habitables dépasse toute estimation significative. La probabilité que la Terre soit la seule planète dans tout cela où la vie est apparue n'est pas simplement faible, elle est absurde. À moins qu'il n'y ait quelque chose à propos de la vie que nous ne comprenons fondamentalement pas. À moins que le saut de la chimie à la biologie ne soit si improbable que même avec des milliards de billions de chances, il ne s'est produit qu'une seule fois. Nous ne connaissons pas la probabilité de la biogenèse, l'émergence de la vie à partir de la chimie non vivante. Elle pourrait être commune. Elle pourrait être d'une rareté évanescente. Nous avons un échantillon d'un seul point, la Terre.
Et à partir de ce seul point de données, nous ne pouvons tirer de conclusion. La vie pourrait être partout, ou nous pourrions être seuls. Les deux sont cohérents avec les données disponibles. Mais si la vie n'est pas rare, alors le silence est assourdissant. En 1950, un physicien déjeunait avec des collègues. La conversation s'est tournée vers la question de la vie extraterrestre. Connu pour sa capacité à effectuer des calculs rapides sur un coin de nappe, il considéra l'âge de la galaxie, le nombre d'étoiles, la probabilité de planètes et le temps qu'il faudrait à une civilisation technologiquement capable pour coloniser la galaxie, même à des vitesses modestes. Sa conclusion était simple et dévastatrice. Si la vie intelligente est commune, la galaxie devrait en grouiller depuis longtemps. Les civilisations ont eu des milliards d'années pour se répandre. Même à des vitesses bien inférieures à celles de la lumière, une seule civilisation pourrait coloniser la Voie lactée entière en quelques dizaines de millions d'années. Un clin d'œil en temps cosmique. Et pourtant, il n'y a aucune preuve que quiconque l'ait fait. Aucun signal confirmé, aucune visite, aucun artefact, aucune mégastructure visible dans nos télescopes. Rien. Où est tout le monde? Cette question est devenue un paradoxe célèbre. Et dans les décennies qui ont suivi, le paradoxe n'a fait que s'approfondir. Nos télescopes sont devenus plus puissants. Nos relevés se sont étendus, nous avons écouté des signaux radio avec des programmes de recherche d'intelligence extraterrestre. Nous avons scruté les cieux à la recherche d'impulsions laser, de signatures infrarouges et d'autres signatures technologiques. Nous n'avons rien trouvé. Les explications du silence sont nombreuses. Un filtre cosmique pourrait éliminer la plupart des civilisations avant qu'elles ne deviennent interstellaires. Des civilisations avancées pourraient nous observer sans intervenir, ou le cosmos pourrait être une forêt sombre où toute civilisation qui se révèle risque la destruction, rendant le silence la stratégie de survie la plus sage. Et puis, il y a l'explication la plus simple de toutes. La distance. Tout ce que nous avons évoqué dans ce récit converge vers cette prise de conscience. L'univers n'est pas simplement grand, il est structuré pour isoler. La toile cosmique sépare les galaxies le long de filaments s'étirant sur des centaines de millions d'années-lumière. Les vides entre les filaments sont des gouffres de vacuité. L'expansion de l'espace s'accélère, repoussant les amas de galaxies les uns des autres de plus en plus vite. L'horizon des événements cosmiques scelle la plus grande partie de l'univers de façon permanente. Même au sein de la Voie lactée, les distances sont paralysantes. L'étoile la plus proche est à 4,24 années-lumière. À la vitesse de notre sonde la plus rapide, c'est 73 000 ans de voyage. Un signal radio envoyé aujourd'hui mettrait 4 ans à arriver. Une réponse prendrait 4 ans de plus, et Proxima du Centaure est l'étoile la plus proche. La galaxie mesure 100 000 années-lumière de diamètre. Un signal, envoyé d'un côté à l'autre, mettrait 100 000 ans à arriver. Des civilisations pourraient naître et s'éteindre dans le temps qu'il faut à leur premier message pour atteindre l'autre bout de la galaxie. Et nos signaux radio, notre carte de visite électromagnétique, la seule preuve de notre existence, n'ont voyagé que sur 125 années-lumière. Une sphère de 125 années-lumière de rayon à l'intérieur d'une galaxie de 100 000 années-lumière de large. C'est un murmure dans une cathédrale. Au-delà de la Voie lactée, les distances deviennent si absurdes que la question passe de « trouverons-nous quelqu'un ?» à « pourrions-nous jamais savoir si quelqu'un est là ?» La galaxie d'Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière. Le plus proche grand amas de galaxies est à 54 millions d'années-lumière. Un message envoyé là-bas aujourd'hui arriverait dans 54 millions d'années. L'espèce émettrice serait probablement disparue depuis longtemps avant que la réponse ne revienne. La communication à travers la toile cosmique n'est pas simplement difficile.
Elle est fonctionnellement impossible sur toute échelle de temps pertinente pour une civilisation biologique. C'est peut-être la réponse au paradoxe. Non pas que la vie intelligente soit rare, non pas que les civilisations se détruisent elles-mêmes, non pas qu'elles se cachent, mais que l'univers est trop grand. Les distances sont trop grandes. L'architecture cosmique elle-même est une quarantaine. Chaque civilisation est une île entourée d'un océan d'espace si vaste qu'aucun message, aucun vaisseau, aucun signal ne peut le franchir de manière significative. Nous ne sommes pas seuls parce que la vie est impossible ailleurs. Nous sommes seuls parce que la communion est impossible à travers ces distances. L'univers pourrait être rempli de voix, toutes criant, toutes inentendues. La question n'est pas seulement « sommes-nous seuls ?» La question est « pourrions-nous jamais le savoir ?» Et peut-être qu'au final, la réponse est non. Peut-être que l'univers est construit de telle manière que ses habitants sont pour toujours isolés, pour toujours en train de se demander, pour toujours en train de fixer les mêmes étoiles et de poser la même question et de ne jamais recevoir de réponse. Peut-être que le silence n'est pas un mystère à résoudre. Peut-être que c'est une caractéristique, une propriété fondamentale d'un cosmos trop vaste pour que ses enfants puissent se trouver les uns les autres. C'est une pensée solitaire. Mais ce n'est pas la dernière pensée, car il existe une autre façon de regarder cela. Une autre façon d'interpréter notre petitesse, notre silence, notre isolement. Une façon qui ne se termine pas dans le désespoir, une façon qui se termine dans quelque chose qui ressemble à de l'émerveillement. L'univers a 13 milliards 800 millions d'années. Pendant la majeure partie de ce temps, il était un brouillard incandescent, puis une obscurité qui se refroidissait, puis un rassemblement lent de matière en étoiles et en galaxies et en planètes. Pendant des milliards d'années, personne n'était là pour voir. La toile cosmique s'est tissée dans le silence. Les vides se sont dilatés sans témoin. Les filaments ont brillé et personne n'a observé cette lueur. Les supernovées ont explosé dans un fracas silencieux, disséminant les éléments lourds nécessaires à la chimie complexe à travers des nuages de gaz interstellaires, et pas un œil, pas un capteur, pas une conscience n'était là pour le noter. Puis, sur une petite planète rocheuse, orbitant autour d'une petite étoile sur un mince filament de la toile, quelque chose s'est produit. Des atomes qui avaient été forgés dans les cœurs d'étoiles, dispersés par des explosions de supernovae, rassemblés par la gravité, organisés par la chimie, ont franchi un seuil. Ils sont devenus conscients. Ils ont levé les yeux. Ils ont posé des questions. Chaque atome dans votre corps a été fabriqué dans une étoile. Le fer dans votre sang a été forgé dans une supernova. Le calcium dans vos os a été assemblé dans les derniers instants d'une étoile mourante plus massive que le Soleil. L'hydrogène dans l'eau qui remplit vos cellules existe depuis les premières minutes après le Big Bang. Vous n'êtes pas séparés de l'univers, vous êtes l'univers. Un arrangement spécifique de la matière de l'univers qui a développé la capacité de se contempler lui-même. L'hydrogène, après 13 milliards 800 millions d'années, est devenu quelque chose capable de s'interroger sur l'hydrogène. Ce n'est pas de l'insignifiance. C'est la chose la plus extraordinaire qui se soit jamais produite. L'univers n'a pas simplement produit de la matière. Il n'a pas simplement produit des étoiles. Il n'a pas simplement produit des galaxies. Il a produit des observateurs. Des êtres capables de mesurer 93 milliards d'années-lumière de réalité depuis une planète de 12 742 km de diamètre. Des êtres capables de détecter l'écho du Big Bang, de photographier un seul brin de la toile cosmique long de 3 millions d'années-lumière, d'identifier une galaxie née 280 millions d'années après le début du temps, de calculer que 95% de la réalité est constituée de choses qu'ils ne peuvent pas voir. Nous sommes petits, impossiblement petits. Mais nous sommes la partie de l'univers qui sait à quel point elle est petite.
Et cette conscience n'est pas rien. Cette conscience est extraordinaire. Il y a plus de 3 décennies, une sonde spatiale se trouvait à 6 milliards de kilomètres de la Terre. Elle avait terminé sa mission planétaire. Ses caméras allaient être éteintes définitivement. Un astronome célèbre, qui avait défendu le programme depuis le début, fit une demande à l'agence spatiale. Retournez la caméra. Prenez une dernière photo. Pas d'une planète, pas d'une lune, de chez nous. L'agence accepta. La sonde pivota sa caméra vers le système solaire intérieur. L'image résultante montrait la Terre comme une minuscule tache, un point bleu pâle de moins d'1 pixel de large, pris dans un rayon de lumière solaire diffusée, à peine visible contre l'immensité de l'espace. Ce scientifique regarda cette image et écrivit des mots qui ont résonné à travers les décennies. Il décrivit comment tout ce que nous avons jamais connu, chaque être humain qui ait jamais vécu, chaque roi et chaque paysan, chaque saint et chaque pécheur, chaque jeune couple amoureux, chaque mère et chaque père, chaque inventeur et chaque explorateur, chaque enseignant de morale, chaque politique, chaque héros et chaque lâche avait vécu sa vie sur ce grain de poussière, suspendu dans un rayon de soleil. Cette photographie a été prise à 6 milliards de kilomètres, à peine en dehors du système solaire, une distance qui, en termes cosmiques, n'est en rien. Ce n'est même pas une erreur d'arrondi. Ce n'est même pas la première marche de l'escalier qui mène à l'espace interstellaire. Et déjà, depuis cette distance dérisoire, la Terre était invisible. Maintenant, considérons ce que nous avons appris au fil de ce récit. L'univers observable mesure 93 milliards d'années-lumière de diamètre. La Voie lactée mesure 100 000 années-lumière de large et contient 250 milliards d'étoiles. La Terre orbite l'une d'entre elles, une naine jaune sans particularité, dans un bras spirale mineur. Nos signaux radio ont voyagé sur 125 années-lumière. Une bulle minuscule dans une galaxie qui ne sait pas que nous existons. La Voie lactée est l'une d'une centaine de galaxies dans le groupe local. Le groupe local est un point dans le superamas de la Vierge. Le superamas de la Vierge est un lobe d'un superamas plus vaste. Ce superamas fait partie d'un complexe filamentaire, et ce filament représente environ 1% de l'univers observable. L'univers observable lui-même pourrait être un 15 millionième de l'univers complet, ou infiniment moins. Il pourrait être une bulle parmi une infinité dans un multivers. Chaque bulle, avec sa propre physique, ses propres étoiles, ses propres vides silencieux. Nous ne sommes rien. Par toute mesure de taille, d'échelle, de distance et de temps, nous ne sommes rien. Un microbe sur un grain de sable dans un désert qui s'étend à l'infini. Et pourtant, nous sommes là, et nous savons tout cela. C'est le paradoxe, c'est le miracle, si l'on veut employer ce mot. L'univers existe depuis 13 milliards 800 millions d'années. La civilisation humaine existe depuis environ 5000 ans. Vous êtes vivant depuis quelques décennies. La fenêtre durant laquelle vous existez, la tranche de temps durant laquelle vos atomes sont arrangés d'une manière qui peut expérimenter, contempler et ressentir, est si fine qu'elle ne devrait s'inscrire sur aucune échelle cosmique. Et pourtant, elle s'inscrit. Parce que vous êtes la façon dont l'univers se vit lui-même. Vous n'êtes pas un spectateur. Vous êtes le cosmos brièvement conscient. Chaque mesure que nous avons évoquée ce soir, chaque nombre, chaque année-lumière, chaque milliard a été calculé par des êtres faits de poussière d'étoiles, utilisant des instruments construits sur un point bleu pâle. Ce n'est pas une note de bas de page dans l'histoire de l'univers. C'est le point culminant. C'est le sens. L'univers a passé 13 milliards 800 millions d'années à construire quelque chose qui pouvait le regarder et dire « Je te vois, je te mesure, je te comprends, et je suis si incroyablement petit ». Peut-être que c'est le sens, peut-être que l'univers n'a pas besoin d'être compris par quelque chose de grand, peut-être que la compréhension est sa propre échelle.
Peut-être que la conscience, la perception, le simple acte de lever les yeux et de ressentir de l'émerveillement est la plus grande chose du cosmos, non en mètres, non en années-lumière. En signification, le vide du Bouvier mesure 330 millions d'années-lumière de quasi-néant. Mais il n'a jamais su qu'il était vide. Vous le savez. La toile cosmique s'étend à travers tout l'univers observable. Mais elle ne s'est jamais vue elle-même. Vous l'avez vue. Le multivers, s'il existe, contient des possibilités infinies. Mais aucune d'entre elles n'a d'importance à moins que quelque chose, quelque part, en soit conscient. Vous êtes cette conscience. Fragile, temporaire, impossiblement rare, mais réelle. L'univers n'est pas vide. Il a simplement cette apparence parce que nous sommes petits et que l'espace est vaste et que la lumière met si longtemps à voyager. Mais quelque part, sur un mince filament de la toile cosmique, dans un vide appelé le trou local, autour d'une étoile ordinaire, sur une planète qui possède encore des océans bleus et des forêts vertes, et des gens qui lèvent les yeux vers le ciel nocturne et s'interrogent, l'univers se regarde lui-même et se demande ce que tout cela signifie. Et dans cette interrogation réside peut-être la seule chose qui compte véritablement. 13 milliards, 800 millions d'années de physique et de chimie, de formation et de destruction stellaire, d'évolution cosmique et biologique, tout cela pour produire un être capable de se tenir debout sous un ciel étoilé et de pleurer de beauté. La matière s'est organisée en étoiles, puis en planètes, puis en molécules, puis en cellules, puis en conscience. Et ces consciences se sont tournées vers le ciel d'où elles venaient et ont commencé à poser des questions. D'abord les mythes, puis les observations systématiques, puis les lois physiques, puis les télescopes, chaque génération repoussant le mur un peu plus loin. Et maintenant, nous voilà, sur ce petit caillou bleu, et nous savons tout cela. Ce savoir est la chose la plus improbable de l'univers. Le vide du Bouvier ne sait pas qu'il est vide. La toile cosmique ne sait pas qu'elle est magnifique. L'énergie noire ne sait pas qu'elle déchire l'univers. Seul un être conscient peut savoir ces choses. Et vous êtes cet être. L'univers est immense, silencieux, en grande partie vide et sombre et incompréhensible. Mais il contient au moins une chose extraordinaire, quelque chose qui peut le regarder et s'émerveiller, ressentir le vertige de l'infiniment grand contemplé depuis l'infiniment petit. Ce vertige est peut-être la plus belle chose de l'univers, parce que les galaxies ne savent pas qu'elles sont belles, mais vous le savez. Alors la prochaine fois que vous sortirez la nuit et que vous lèverez les yeux, souvenez-vous que le ciel ne montre qu'un centième de votre galaxie, et que votre galaxie n'est qu'une parmi 2000 milliards. Mais souvenez-vous aussi que vous êtes la seule chose dans tout ce cosmos qui sait que ces choses sont vraies. L'univers est immense. Vous êtes petit, mais vous êtes la partie du cosmos qui se connaît elle-même, et cela vaut toutes les galaxies du monde. Ce soir, nous avons voyagé depuis la surface de notre petite planète bleue jusqu'aux confins de tout ce que la lumière a jamais pu atteindre, et au-delà. Nous avons découvert que l'univers est principalement vide, principalement sombre, principalement inconnu. Nous avons vu que nos meilleurs modèles vacillent sous le poids de nouvelles découvertes. Nous avons contemplé des vides de centaines de millions d'années-lumière et des filaments tissés de matière noire invisible. Nous avons affronté la possibilité que l'univers observable tout entier ne soit qu'un trou de serrure donnant sur une pièce incompréhensiblement plus vaste. Et nous avons posé la plus vieille question de toutes, sommes-nous seuls? La réponse, peut-être, n'est pas une question de biologie, c'est une question d'architecture. L'univers pourrait être construit pour nous séparer. Mais même dans cette séparation, même dans cette solitude cosmique, il y a de la beauté. La beauté de comprendre, la beauté de savoir, la beauté d'être, ne serait-ce que pendant quelques décennies, la façon dont l'univers se vit lui-même. L'univers n'est pas quelque chose de là-bas, de lointain, de séparé de nous. L'univers est quelque chose dont nous faisons partie,
et chaque question que nous posons à son sujet est une question que nous posons sur nous-mêmes. L'émerveillement que nous ressentons en contemplant les étoiles n'est pas l'émerveillement d'un étranger regardant un spectacle. C'est l'émerveillement de l'univers se contemplant lui-même à travers les yeux d'un de ses fragments les plus improbables. Et c'est peut-être, au final, la chose la plus extraordinaire de toutes. Non pas la taille du cosmos, non pas le mystère de la matière noire, non pas la crise de la constante de Hubble, non pas l'infinité possible du multivers, mais le simple fait que, dans un coin quelconque de cette immensité, quelque chose existe qui peut lever les yeux et dire, avec émerveillement et avec terreur et avec une humilité infinie, « Je suis là, je suis petit, et l'univers est magnifique.